Alors, je me présente, je m'appelle Éric Baird, je suis économiste, j'enseigne à l'université de Bordeaux et je suis également co-responsable avec Aurélie Trouvé du département d'économie de l'Institut La Boétie et également membre des économistes atterrés, si ça évoque quelque chose pour vous. Voilà, donc j'ai mon brevet de gauchiste qui peut intervenir sur l'économie au sein des amphis de la France insoumise. Merci. Alors, l'intitulé là, de cette session, cet atelier ou cette formation, c'est contrer l'économie dominante. Alors, je vais procéder comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais partir de quelques affirmations qui sont largement entendues, véhiculées dans le débat public, dans les médias, et qui sont un peu au cœur du discours de ceux que j'appellerais les néolibéraux, l'économie dominante, l'économie mainstream, enfin tout ça étant un peu synonyme. Alors j'ai retenu quatre points. Donc tout à l'heure je ne suis pas arrivé au bout des 4, mais c'est pas grave parce que du coup ça a suscité du débat et l'intérêt c'est qu'aussi il y a un échange et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire et à les poser. Alors quatre points. Le premier, c'est l'idée que la croissance économique, c'est un objectif. C'est un objectif en soi et qu'il faut de la croissance économique, sinon on est foutu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi assez régulièrement. La deuxième affirmation, c'est ce que l'on entend également dans l'économie dominante, c'est le fait que le marché serait le meilleur outil de régulation de l'économie et que du coup, eh bien, l'État devrait se mettre un peu à l'écart ou en tout cas au service du marché, d'un meilleur fonctionnement du marché. Deuxième affirmation. Troisième affirmation, l'idée selon laquelle la dette, c'est mal. Alors ça, vous savez, on a ce discours, il faut réduire la dette, on est trop endetté, vous vous rendez compte, etc., etc. Donc là, on va pouvoir déconstruire ça aussi. Et puis, si j'ai le temps, je commence à prendre les devants, si j'ai le temps, discuter aussi un peu de la question de l'inflation et de l'idée que selon laquelle, pour lutter contre l'inflation, eh bien, il faut augmenter les taux d'intérêt. Donc voilà. Alors évidemment, c'est pas exhaustif. On pourrait trouver d'autres choses, mais l'idée est d'essayer de brosser un panorama de l'économie dominante et de comment on peut la déconstruire et qu'est-ce qu'on peut lui opposer, notamment dans le cadre d'une économie, d'un gouvernement issu de la NUPES ou de la France insoumise qui arriverait au pouvoir. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour cette fin d'après-midi. À l'ombre, avec un petit peu de vent, donc qui rend la chaleur un peu plus supportable, même si la théorie du ruissellement a fait son effet quand même auprès de moi, même si je vous dirai tout à l'heure qu'elle n'existe pas, mais si, là, elle existe un peu. Donc, je commence par la croissance. Alors déjà, à partir de la base, la croissance économique, ça se calcule à partir d'un indicateur qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est quoi ? Simplement, c'est toute la quantité de richesse qui est créée dans une économie au cours d'une année. On raisonne généralement en termes annuels. Donc toute la richesse qui est créée dans une économie au cours d'une année définit le PIB. Donc si cette année, il y a plus de richesse qui a été créée que l'année précédente, vous allez avoir une croissance positive. Et l'économie dominante nous dit, eh bien, ça c'est l'indicateur central et il faut absolument poursuivre un objectif de croissance économique parce que c'est à partir de cette croissance économique, le fait d'avoir créé plus de richesses, que l'on va être en mesure de
l'on va être en mesure de mener des politiques plus redistributives, par exemple, etc., etc. Pour comprendre ce raisonnement, il faut imaginer par exemple que le PIB, c'est un gâteau. C'est le gâteau des richesses économiques. Et donc l'idée, avec ces politiques visant à avoir de la croissance économique, l'idée c'est donc de faire grossir le gâteau des richesses économiques. Et les néolibéraux nous disent, si le gâteau grossit, on aura plus de possibilités pour faire des plus grosses parts pour chacun, pour que chacun puisse bénéficier de tout ça. Donc faisons tous ensemble grossir le gâteau, et tout le monde bénéficiera d'une part plus grande, donc tout le monde gagnera à ce système-là. Bon, ça c'est le discours pour bisounours de ces économistes néolibéraux repris en chœur par la Macronie aujourd'hui. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est pas tant la taille du gâteau qui compte que celui ou celle qui tient le couteau pour faire les parts. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, c'est Macron qui a le couteau. Et vous avez vu comment il fait les parts. Donc il y a des très grosses parts pour quelques-uns, puis il y a des toutes petites parts, voire des parts qui diminuent pour la majorité de la population. Donc déjà, l'objectif de croissance, il peut être remis en cause de ce point de vue-là, à savoir, si le gâteau grossit tous les ans, mais que moi, ma part diminue tous les ans, quel intérêt j'ai à m'exciter comme un hamster dans la roue, à pédaler pour produire toujours plus, pour travailler toujours plus, pour faire toujours plus d'efforts, alors qu'au final, je vais récupérer de moins en moins. Donc, on peut déjà discuter de ça. Autre objection à cet objectif de croissance, c'est que cette croissance, on le présente souvent comme l'alpha et l'oméga de tout le reste, mais cette croissance économique, c'est un indicateur, certes, de richesse, mais c'est en aucun cas un indicateur de bien-être. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous avez un gros gâteau qu'il est bon. Il peut être dégueulasse, votre gâteau. Donc, c'est pas le tout de le faire grossir. Bon. C'est la différence d'ailleurs qu'on fait entre croissance et développement. La croissance, c'est en fait un indicateur quantitatif. On fait la somme de toutes les richesses qui ont été créées au cours d'une année. Peu importe ce que sont ces richesses-là. Si vous avez développé la production d'avions de chasse, j'en sais rien, moi, de batteries antimissiles ou de choses de ce genre, pour faire votre croissance économique, bon, ok. Mais on peut peut-être imaginer autre chose plus désirable. Souvent, à mes étudiants, je leur prends quand ils commencent un peu à s'endormir en cours, là, pour essayer d'un peu de les réveiller, je leur dis, il y a un pays, par exemple, il y a un exemple, alors, il y en a d'autres, mais il y en a un qui parle à tout le monde, un pays qui avait des taux de croissance à un moment très élevés, et puis en plus qui avait réglé le problème du chômage. Non seulement il n'y avait plus de chômage, et il y avait une croissance super, donc le paradis sur Terre. L'Allemagne dans les années 30. Mais oui, c'est vrai. Vous foutez tout le monde dans l'industrie d'armement, vous mettez tout le monde à fabriquer des obus, des chars, des avions de chasse, etc. Il n'y a plus de chômage et ça fait de la croissance économique. Bon. Est-ce que pour autant c'est un modèle désirable ? J'espère que tout le monde va me répondre non. Donc, voilà. Il y a 10 000 façons, où il y a 50 nuances de croissance, si on veut, où il y a 10 000 façons de faire de la croissance économique. La croissance économique ne dit rien sur le niveau de vie des gens, sur la qualité de vie, sur tout un tas de choses. Parce que, par exemple, quand il y a de la croissance économique, vous pouvez avoir de la croissance économique en développant les industries polluantes. Ça fait de la croissance économique. Et puis après, vous développez la dépollution. Ça refait de la croissance économique.
Alors qu'on pourrait imaginer quand même que si on n'avait pas pollué dès le départ, ça serait peut-être mieux. Mais ça n'aurait pas fait de croissance économique. Donc on voit qu'il y a plein il y a plein de choses. Et puis la croissance économique, enfin, l'indicateur du PIB, c'est une convention là aussi. Parce qu'on a décidé qu'il y a des choses qu'on comptait là-dedans, et il y a des choses qu'on ne comptait pas. Ça, c'est un autre truc que je dis à mes étudiants souvent, c'est que quand je suis, alors là ça ne s'applique pas à vous, mais quand je suis face à mes étudiants, je leur dis, là en ce moment, il n'y a qu'une seule personne qui contribue au PIB de la France. Moi. En faisant cours, j'accomplis un service public, on parle dans la comptabilité nationale de production non marchande, et ça augmente le PIB. Les étudiants qui suivent les cours, eux, ça compte pour rien. Tout le travail, enfin, toute l'activité bénévole que vous pouvez avoir, zéro pour le PIB. Donc par exemple, souvent je prends pour mes étudiants, je leur dis, voilà, votre grand-mère tombe malade, vous allez passer la journée avec elle pour lui tenir compagnie, l'aider à prendre ses médicaments, que sais-je. Vous avez cette possibilité-là. Ou vous avez l'autre possibilité, parce que vous n'avez pas le temps, vous n'aimez pas votre grand-mère, ou je ne sais pas quoi, vous payez quelqu'un pour venir la garder. Du point de vue de votre grand-mère, peut-être qu'elle préférera la première solution, avoir son petit-fils ou sa petite-fille qui vient s'occuper, qui vient lui tenir compagnie. Mais pour le PIB, zéro. En revanche, si vous payez quelqu'un, là, c'est une activité marchande, monétaire, donc ça fait augmenter le PIB. Mais pour autant, on voit bien que dans ce cas-là, puis comme dans plein d'autres cas possibles, on n'est pas dans quelque chose... Enfin, on peut imaginer que la première solution serait la plus souhaitable, la plus bénéfique, enfin du moins on peut l'imaginer. Donc, ce PIB, cette croissance, c'est un indicateur, ok. Je vous dis, il y a des choses éminemment importantes qui ne sont pas là-dedans, des choses dont on pourrait largement se passer qui, du coup, sont comptabilisées dedans, et ça n'en fait pas un indicateur irréprochable. D'ailleurs, ces dernières années, il y a même des réflexions qui... Alors, c'est pas encore entériné, mais il y a des réflexions qui ont été menées pour intégrer dans le PIB l'argent du trafic de drogue, par exemple. Ouais, un bon moyen pour augmenter le PIB. Développons le trafic de cocaïne. La prostitution également, l'argent de la prostitution, il y a eu des réflexions sur est-ce qu'on intègre l'argent de la prostitution dans le PIB. Bon. Donc vous voyez que, par définition déjà, tout indicateur est discutable parce que, quel que soit l'indicateur, il est le produit de choix qui ont été faits dans sa construction. Il y a un périmètre particulier, bon, etc., etc. C'est qu'un indicateur quantitatif. Donc c'est différent du développement. Le développement, c'est l'idée que là, on intègre des considérations plus qualitatives. Considérations de bien-être. Et la croissance n'est en aucun cas un indicateur de bien-être, comme on vient de montrer avec un certain nombre d'exemples. Donc, déjà, cet indicateur, il peut être remis en question de ce point de vue-là. Alors, il est remis en question, notamment, par exemple, par tout le courant dit de la décroissance. Alors, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, parce que déjà, j'ai du mal moi-même, il y a plusieurs nuances de décroissance, et quand on parle de la décroissance, tout le monde ne parle pas toujours la même définition derrière, mais un petit bémol quand même que je mettrai là-dessus, c'est que on reste dans une logique où on est focalisé sur la croissance économique. Alors effectivement, en négatif là, pour la décroissance, mais on est toujours en lien avec ça. Alors qu'il faudrait peut-être s'affranchir de ça. Et vous avez peut-être remarqué que le programme de la France Insoumise l'an dernier, le programme de l'Union Populaire l'an dernier, l'Avenir en commun, le cœur de ce programme, c'était la satisfaction des besoins. Donc là, c'est une autre façon d'envisager les choses et de voir l'économie. L'économie est vue sous l'angle de la satisfaction des besoins. Là, c'est totalement différent. Donc la croissance part au second plan, voire au troisième, là-dedans,
collectivement, c'est à une société de décider quels sont ses objectifs, quels sont les grands objectifs qu'elle veut atteindre, donc quels sont les grands besoins qu'elle veut satisfaire. Alors ces besoins, ils peuvent être matériels, mais ils peuvent être aussi immatériels. Besoin immatériel, tout simplement, le fait de pouvoir vivre une vie qui est, à nos yeux, est digne d'être vécue. Donc, objectif immatériel. Alors, objectif matériel, on voit très bien souvent ce qu'il y a derrière. Pouvoir s'éduquer, se nourrir, se loger, avoir un emploi décent, accéder à la culture, etc., etc. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui devrait être au cœur des préoccupations politiques. Pas est-ce qu'il y a de la croissance économique, mais quels sont les objectifs que l'on veut atteindre collectivement? Quelles sont les choses que l'on juge importantes à atteindre ou que chacun puisse bénéficier? Et une fois qu'on a défini ça collectivement, mettre en place les mesures de politique économique que l'on juge nécessaires pour atteindre ce type d'objectif. Et du coup, la question de la croissance, comme je vous dis, est un peu secondaire là-dedans. Alors, elle était même déjà assez secondaire au XIXe siècle, parmi les économistes, des économistes libéraux du XIXe siècle. Alors peut-être avez-vous entendu parler de David Ricardo, qui était un économiste anglais du XIXe siècle, économiste libéral, et qui pourtant disait textuellement que la question principale en économie, c'était la question de la répartition de la richesse. Et donc dans la logique des besoins, il y a ça aussi qui est sous-entendu. Parce que derrière le fait de fixer un certain nombre d'objectifs et de besoins à satisfaire, il y a l'idée qu'il faut que tout le monde puisse les atteindre, ces objectifs-là, ou puisse bénéficier, ou puisse satisfaire ces objectifs-là, ou ces besoins. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, ce n'est pas la taille du gâteau, c'est qui tient le couteau et comment on fait les parts. Et pour qui on fait les parts, et pourquoi on fait les parts. Donc c'est ça le plus important. Et donc il faut, du coup, éviter de se laisser embarquer dans cette logique, croissanciste, si je peux dire, qui nous enferme, qui rabougrit la réflexion économique. Parce que c'est le discours des néolibéraux de tout poil. Vous voyez souvent dans les interventions, on attend le retour de la croissance. Alors vous imaginez Bruno Le Maire le matin à la fenêtre. Alors elle arrive, elle revient. Non, il y a un vent d'ouest. Généralement, ces vents d'ouest, ça vient des États-Unis. Donc, est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'il n'y a pas assez de croissance? Elle est trop tard, etc., etc. Donc, mais ça peut pas faire un objectif politique commun. On voit bien que c'est assez pauvre comme ça. Alors après, souvent la question c'est ouais, mais alors du coup, si on n'utilise pas cet indicateur, on utilise quoi comme indicateur? Et la réponse est il n'existe pas un seul indicateur qui permettrait de résumer à lui seul toute l'activité économique ou tous les objectifs que l'on souhaite atteindre. Et c'est pas bien grave. On peut, si on a 5 ou 6 grands objectifs, on peut avoir 5 ou 6 indicateurs permettant de voir les progrès faits dans la satisfaction de ces objectifs. Bon. Alors, deuxième point, pour ces politiques visant à... l'idée, c'est d'abord, il faut croître, et après, on voit ce qu'on peut faire. Bon, moi, je suis en train de vous dire, il faut mieux répartir la richesse, et c'est ça qui va faire que la situation économique ira mieux. Donc, vous voyez bien qu'il y a un renversement de causalité entre la vision néolibérale et celle que nous, on peut développer par ailleurs. Bon. Dans leur vision néolibérale, il y a l'idée selon laquelle
pour favoriser ce système économique, cette recherche de croissance, eh bien, il faut privilégier les marchés, parce que le marché est vu comme l'outil, le meilleur outil de coordination des relations économiques entre tous les agents économiques d'un pays, par exemple. Donc, le marché, c'est l'alpha et l'oméga. Il faut que tout devienne un marché. Et vous voyez bien, c'est ce que fait la Macronie pas à pas. Il y a un problème, on crée un marché. Pourquoi ? Parce que dans leur idée, le marché, c'est ça qui va permettre d'atteindre un équilibre et de permettre que tout le monde ait un niveau de satisfaction le plus élevé possible. Alors, un marché, ça fonctionne comment ? Vous avez une offre, c'est-à-dire des agents économiques qui produisent quelque chose, un bien ou un service. En face, vous avez une demande, ceux qui veulent acheter ce bien ou ce service. Et l'équilibre est assuré comment ? L'équilibre est assuré grâce aux variations des prix, avec ce que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Donc vous connaissez ça. Si on a une offre importante, en tout cas plus importante que la demande, ça va avoir tendance à faire baisser les prix. Et les prix vont baisser jusqu'au rééquilibrage entre l'offre et la demande. Et quand il y aura égalité entre l'offre et la demande, on aura un prix d'équilibre, et cette situation est vue comme étant bénéfique à tout le monde. A l'inverse, si la demande est supérieure à l'offre, là, les prix vont augmenter pour, là encore, rééquilibrer tout ça. Bon. Alors ça, c'est bien joli, et c'est une belle vision idyllique, très sympa des néolibéraux, qui nous disent, si on laisse les marchés jouer librement, ils vont s'ajuster, et on va trouver un état d'équilibre, et cet état d'équilibre va être bénéfique à tout le monde. Tout le monde va y gagner. C'est l'école des fans. Tout le monde va gagner à ça. Bon. Malheureusement, la réalité est bien loin de ça. Et cette loi de l'offre et de la demande n'est pas une loi. Parce que si c'était une loi, elle serait valable tout le temps. En tout lieu. Alors, un certain nombre de prix répondent effectivement à ça. Le prix du pétrole, le prix d'un certain nombre de denrées alimentaires, de matières premières, répondent à ça. Le prix est fixé en fonction de l'offre et la demande. Le cours des monnaies est défini aussi comme ça. Bon. Mais dans la grande majorité des cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Exemple, vous allez acheter votre baguette de pain chez le boulanger. Quand vous rentrez dans la boulangerie, il y a le boulanger, ses baguettes derrière. Vous regardez autour de vous, combien de clients ? Il y a moins de clients qu'il y a de baguettes derrière le boulanger. Vous n'allez pas lui dire « l'offre est supérieure à la demande. Vous allez me baisser le prix de votre baguette. » Ou inversement, si le boulanger n'a plus que 3 baguettes et que vous êtes 10 dans la boutique, le boulanger va vous dire « hé, je les vends, les 3 baguettes, c'est les 3 qui m'offrent le plus. » Bon, je ne sais pas si vous avez un boulanger qui fonctionne comme ça, le mien non, mais ça veut donc bien dire que le prix, dans la plupart des cas, ne dépend pas de l'offre et de la demande. Il dépend d'autre chose. Il dépend du coût, le coût pour produire sa baguette, coût auquel il ajoute une marge qui va représenter sa rémunération. Bon. Et le prix, vous n'allez pas le discuter, c'est comme ça. Donc déjà, cette loi de l'offre et la demande, c'en est pas vraiment une. Bon, donc. Et ce marché, c'est formidable. Le marché, c'est un peu, pour les néolibéraux, le marché, c'est comme Dieu. C'est-à-dire que personne ne l'a vu, mais tout le monde le fait parler. C'est exactement pareil. Vous entendez régulièrement que les marchés ont décidé que, les marchés souhaitent que, alors les marchés financiers souvent, les marchés financiers ont décidé que, etc. Mais non, le marché, c'est une construction sociale. C'est pas quelque chose de physique. Alors je ne parle pas du marché du dimanche matin quand vous allez voir votre maraîcher ou que vous distribuez des tracts de la France Insoumise. C'est pas le même dont je parle. Mais le marché dont je parle, c'est une construction sociale. Ça n'a pas de réalité physique. Ce qui a une réalité physique, ce sont les personnes qui interviennent sur ces marchés-là, les agents qui interviennent sur ces marchés-là.
J'en sais rien. Sur le marché de la téléphonie mobile, par exemple, on sait qu'il y a 4 ou 5 grands opérateurs. Donc, ça forme une structure particulière de ce marché. On appelle ça un oligopole, c'est-à-dire quand vous avez un petit nombre d'acteurs importants qui se partagent, en quelque sorte, le marché là, de la téléphonie mobile. Quand vous avez un seul acteur très important, c'est un monopole. Alors là, c'est génial, parce que quand vous êtes en monopole, vous avez ce que l'on appelle, alors en oligopole aussi, mais vous avez un pouvoir de marché encore plus grand. Pouvoir de marché, c'est-à-dire que vous êtes tellement dominant que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si je suis le seul à produire et vendre un bien dont vous avez tous besoin, vous êtes obligé de me l'acheter. Donc, dans ma grande bonté, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais bien augmenter les prix, parce que de toute façon, si vous le voulez, vous êtes obligé de me l'acheter à moi. Donc, je peux exercer un pouvoir de marché. Et ce que l'on voit dans la réalité, c'est que le marché, ça se transforme plutôt très souvent, pour ne pas dire tout le temps. Ce n'est pas le lieu où on va arriver à un équilibre, où tout le monde va être content et tout le monde va gagner, mais c'est plutôt le lieu où s'exerce la loi du plus fort. Alors, ça a été montré déjà il y a bien longtemps. Marx l'a montré au XIXe siècle. La concurrence conduit à la concentration du capital. C'est-à-dire que sur un marché, vous avez des acteurs qui sont dominants, d'autres qui sont plus faibles, et généralement, le plus fort bouffe le plus faible, et grossit, donc concentration du capital entre quelques entités qui sont de plus en plus grosses et qui ont un pouvoir de marché du coup de plus en plus important. Ce pouvoir de marché, les entreprises se sont pas privées pour l'exercer au cours de la dernière année ou de la dernière année et demie. Parce qu'on a pu montrer, alors il y a eu 2 très bonnes notes de l'Institut Labo ici, 2 points de conjoncture aussi qui en ont parlé, mais le FMI et la BCE nous ont écoutés et l'ont reconnu aussi. Mais on est assez modeste. La cause de l'inflation, la cause principale de l'inflation, ce sont la hausse des marges et la hausse des profits des entreprises, et aujourd'hui en particulier des grandes entreprises du secteur de l'agroalimentaire. Donc tout ça, c'est documenté, maintenant, il n'y a pas grand doute là-dessus. Mais pourquoi ça a été possible ? Ça a été possible parce que ces entreprises ont un pouvoir de marché. Alors effectivement, il y a Bruno Le Maire qui fait les gros yeux, et qui a dit « Attention, à 3, si vous n'avez pas baissé vos prix, ça va mal aller. » Donc 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts. Ok, le 3, il n'arrive jamais. Mais voilà, il a fait les gros yeux où il demande. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, à un moment, il y a un hashtag Bruno demande. Donc c'était régulier. Bruno Le Maire demande aux industries énergétiques de baisser les prix. Bruno Le Maire demande à l'industrie agroalimentaire de baisser les prix. Sinon, attention, on va divulguer le nom des entreprises qui ne baissent pas les prix. Waouh! Là, les PDG, ils sont sous la table, ils sont morts de trouille. Donc, etc., etc. Bon. Si elles ont un pouvoir de marché, donc du coup, elles l'exercent. Et ce que l'on voit au final, c'est que quand on parle de marché, en fait, il faut avoir en tête que la réalité de ces marchés, c'est quand on dit il faut favoriser le jeu du marché, au final, il faut comprendre, il faut favoriser l'intérêt des acteurs les plus puissants sur les marchés, donc des grandes entreprises ou des firmes multinationales, des grandes entreprises capitalistes. Bon. Et donc le néolibéralisme, c'est quoi ? Alors le néolibéralisme, ça doit être distingué du libéralisme. Le libéralisme, historiquement, c'est ce que je vous racontais, les marchés doivent... on doit les laisser libres, ils doivent s'autoréguler aussi largement que possible. Et l'État, en gros, il doit se désengager de la sphère économique. L'État, il doit se concentrer sur ses activités régaliennes, police, justice, défense, voilà. Et le reste doit laisser ça au marché qui va régler ça très bien. Bon. La différence avec le néolibéralisme, c'est que les néolibéraux considèrent, et ils ont raison pour une fois, considèrent que
cet ajustement des marchés là n'est pas automatique. C'est que les marchés livrés à eux-mêmes ne conduisent pas automatiquement au bien-être planétaire pour tout le monde. Bon. Et que donc, le marché peut conduire à des situations sous-optimales. Donc le rôle de l'État, c'est de se mettre au service du marché, donc, d'après ce que je disais juste avant, au service de ces grands intérêts capitalistes, avec l'idée que il doit prendre, en se mettant au service du marché, il va prendre un certain nombre de mesures pour permettre au marché de mieux fonctionner. Donc l'État néolibéral, c'est pas un État qui est là pour faire le bien commun, pour réaliser le bien commun, c'est un État qui est là pour se mettre au service des grands intérêts dominants, grands intérêts économiques dominants. Avec l'idée derrière, alors je ne sais pas si tous y croient vraiment, s'ils y croient tous, là c'est inquiétant. Un certain nombre n'y croient pas, mais font semblant. Avec l'idée derrière, qui est que, en menant des politiques qui visent à favoriser ces grands intérêts capitalistes, eh bien, ces grands intérêts-là, en étant encore plus favorisés et plus riches, vont utiliser cet argent-là pour investir de manière productive et ils vont investir de manière productive, donc ça va générer de l'activité, ça va créer de l'emploi, donc ça va permettre de distribuer des revenus, donc ça va générer de la demande. Du coup, s'il y a plus de revenus distribués dans l'économie, il y aura plus de consommation. Donc les entreprises, si elles vendent plus, elles vont redévelopper leur production, elles vont augmenter leur investissement, leur production, elles vont embaucher encore plus. Et donc on crée un cercle vertueux économique de cette façon-là. Bon. Ok, c'est sympa. Moi, j'avais une question toute bête. C'était pourquoi favoriser les intérêts capitalistes privés qui sont déjà bien favorisés en attendant qu'ils veuillent bien ensuite utiliser l'argent comme l'État, enfin comme on voudrait qu'ils l'utilisent pour développer l'investissement productif, l'emploi, etc. Pourquoi l'État ne le ferait-il pas lui-même ? Pourquoi il n'investirait pas, lui, dans ce qu'il juge important ? Pourquoi il ne développerait pas l'emploi dans les secteurs qu'il juge importants pour arriver au même résultat ? Et donc, du coup, en faisant comme ils font, ils sont contraints après à Bruno demande, oui, s'il vous plaît, investissez bien comme il faut, etc. etc. Donc, on voit bien qu'on a un État qui est un peu inféodé à ses grands intérêts. Et alors là, bon, évidemment, le macronisme est certainement l'exemple le plus chimiquement pur de cette ânerie collective, mais malheureusement que l'on subit. Face à ça, il y a une autre façon de voir les liens, les relations entre l'État et le marché. C'est par exemple celle qu'a développée l'économiste anglais John Maynard Keynes dans la première moitié du XXe siècle et qui a donné lieu, après la Seconde Guerre mondiale, au développement de ce qu'on a appelé l'État-providence. L'État-providence, c'est le contraire de l'État néolibéral. L'État-providence, c'est l'État qui contrôle le marché, qui décide là où il veut aller, et qui prend des mesures, des règles, qui édicte des règles, des lois, etc., pour faire en sorte que l'activité privée emboîte le pas dans la direction qu'il a choisie. Donc l'État-providence, il est là pour contrôler le marché et puis pour corriger aussi les imperfections de ces marchés, tous les dégâts que les marchés produisent. Bon. Voilà pour faire simple. Du coup, ça permet d'aborder la question du financement ensuite de l'activité économique. Et on va basculer sur la question de la dette après. Derrière toute politique économique, il y a une question centrale en économie qui est comment finance-t-on cette activité économique, hein ? Comment finance-t-on une activité économique ? Et là, il y a deux façons de faire. Et ces deux façons de faire, pour faire simple, on peut les résumer à l'aide d'une fable de La Fontaine.
Tout le monde connaît la cigale et la fourmi. Bon. Eh bien, on peut résumer toutes les politiques économiques grâce à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous vous rappelez que dans la fable, la fourmi, pardon, elle est sérieuse, hein, elle épargne en fait, hein, elle économise, voilà, elle accumule, hein, pour l'hiver. Bon. Donc, la fourmi économique sont les néolibéraux. Leur idée, c'est il faut d'abord accumuler, épargner, et c'est cette épargne-là, ce stock d'épargne-là, qui nous permettra ensuite d'investir dans l'activité productive, dans les activités productives que l'on aura choisi de développer. Face à ça, vous avez la cigale. Alors la cigale, elle est plutôt keynésienne. Et je dirais qu'elle est insoumise aussi. Alors la cigale économique là, dont je vous parle, elle est quand même un peu différente de la cigale de La Fontaine. Parce que la cigale de La Fontaine, elle fait juste chanter, elle ne fout rien. Voilà, la cigale insoumise ou la cigale keynésienne, elle fait des choses. Hein, mais simplement, elle va, recourir à un autre moyen pour financer l'activité productive. C'est-à-dire qu'elle va vivre à crédit. Elle va recourir à l'endettement. Donc c'est l'endettement qui va permettre d'investir. Et puis ensuite, si l'investissement productif s'avère digne et efficace, il va générer ce que Keynes appelait en son temps un effet multiplicateur. C'est-à-dire que si j'emprunte 1 euro et que je l'investis, eh bien ça va générer plus d'1 euro de richesse créée. Et du coup, eh bien, ça me permet de rembourser l'emprunt initial et il va rester quelque chose qui pourra être réinvesti éventuellement. Et donc ça crée un cercle vertueux aussi. Donc on a ces deux logiques-là. Pour mener une politique économique, est-ce qu'on finance en comptant sur une épargne? Et donc dans ce cas-là, il faut mener des politiques économiques visant à accroître le stock d'épargne, ou est-ce qu'on finance l'activité économique par le recours à l'endettement? Là, alors attention, parce que là je vous parle à un niveau global, à un niveau macroéconomique. Bien évidemment, à un niveau, en économie on parle de microéconomique, un niveau d'un agent, d'une entreprise. Une entreprise peut très bien financer sur ses profits. Hein, n'est pas obligé de s'endetter. Mais globalement, au niveau macroéconomique, la logique de la cigale, c'est de recourir à l'endettement. Alors, ça, si on revient sur le côté, c'est l'épargne qui finance l'activité productive, ça permet de comprendre toutes les mesures de politique économique des néolibéraux qui sont très cohérentes dans ce cadre-là. L'épargne, ça peut venir de qui? Des ménages, ça peut venir des entreprises, ça peut venir de l'État, ça peut venir du reste du monde. L'épargne, si ça vient des ménages, pour développer l'épargne des ménages, il faut donc mener des politiques, et des politiques fiscales notamment, qui vont favoriser les ménages qui ont une épargne. Généralement, qui sont-ils? Bernard Arnault, tout de suite. Le pauvre. Ceux qui ont le plus d'épargne, c'est les plus riches. Hein? Et donc, l'idée des néolibéraux, c'est de dire il faut favoriser ces ménages les plus riches, parce que ce sont eux qui ont le plus d'épargne, et donc ils vont se servir de cette épargne pour financer l'investissement. Donc il faut les aider, ces pauvres riches. Hein? Parce que vous savez bien que si vous filez du pognon à un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il claque tout. Le pauvre ne sait pas épargner. Hein? Le pauvre, vous lui filez un peu de pognon, il va dire tiens, aujourd'hui je vais manger 2 fois au lieu d'une. Alors qu'il aurait pu épargner en disant je garde la ligne et je continue de faire un repas et j'épargne au nom du patriotisme économique pour financer l'économie de mon pays. Non, il ne sait pas faire. Donc c'est pour ça, là je plaisante, mais vous comprenez les politiques économiques, les politiques fiscales menées par la Macronie. Rappelez-vous en 2017 quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Suppression de l'ISF, flat tax sur l'impôt sur le capital, et il diminue les APL
Donc là, c'était un signal, mais on ne peut plus clair de cette logique-là. C'est-à-dire, on peut taper sur les plus pauvres, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'épargne, donc ils ne nous intéressent pas, ou moins. Mais en revanche, on cajole les riches parce qu'ils ont de l'épargne. Et il faut faire grossir leur épargne, parce que ça va permettre, ils vont l'utiliser ensuite pour financer l'investissement. Bon. Deuxième type d'épargne, l'épargne des entreprises. L'épargne des entreprises, c'est quoi? C'est leur profit. Le profit des entreprises, alors leur profit non distribué, hein, c'est-à-dire ce qui leur reste une fois qu'elles ont distribué les dividendes et tout. Ce profit non distribué, c'est leur épargne. Donc comment faire en sorte d'augmenter l'épargne des entreprises? Eh bien, en menant des politiques de compétitivité. Vous vous rappelez de ça? Vous avez entendu ça, hein, politique de compétitivité. Bon, très bien. Ça consiste en quoi? Ça consiste souvent à réduire les coûts de production pour essayer d'être plus compétitif au niveau prix et de pouvoir baisser les prix, d'être un peu moins cher que les concurrents et du coup de gagner des parts de marché et d'engranger des bénéfices plus importants. Bon. Donc, politique de compétitivité, réduire les coûts de production. Vous savez quel est le coût de production sur lequel il est le plus facile d'agir? Le travail. Donc, vous pouvez dérouler toutes les politiques de ces dernières années, sous Macron, mais déjà avant, sous Hollande, sous Sarkozy, etc. Un certain nombre d'entre elles, en tout cas, visant à réduire le coût du travail. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Vous pouvez le faire par la loi travail, la fameuse loi El Khomri, en flexibilisant les conditions d'accès au marché du travail ou de licenciement. Vous pouvez, comme a fait Macron, réduire les allocations chômage, réduire la durée d'allocation chômage de 25%. Quel effet ça a comme effet d'inciter, vous savez, ils veulent toujours des incitations. Hein. Alors ça, c'est un truc aussi de l'économie dominante, c'est le néolibéralisme. Tout est de la responsabilité de l'individu. Vous n'avez pas de travail, traversez la rue. Hein, vous êtes malade, c'est de votre faute, hein, etc., etc. Donc c'est normal que vous supportiez le coût parce que c'est de votre responsabilité. Hein. Et si vous comprenez cette logique-là, par exemple, ce qui se prépare à faire sur le déremboursement d'un certain nombre de médicaments, de frais de santé, etc., ça s'inscrit aussi dans cette logique-là. Ok, vous êtes malade, c'est en partie de votre faute, donc c'est à vous de supporter le coût, pas à la collectivité. Donc, pour la baisse de la durée d'allocation chômage, l'idée c'est quoi derrière? C'est d'inciter les chômeurs, inciter, je mets des guillemets, les chômeurs à retourner plus vite sur le marché du travail. Parce que bien évidemment, l'objectif premier d'un chômeur, c'est de passer 2 ans aux Bahamas avec ses allocations chômage. N'en rigolez pas, c'est une phrase qui a été vraiment dite par un ancien ministre de l'Intérieur, du nom de Christophe Castaner, exactement. Ah oui, les gens, il y en a qui sont nés après la honte. Donc, oui, il avait sorti ça. Oui, on n'est pas là pour payer des allocations chômage à des gens qui vont passer 2 ans de vacances aux Bahamas. Voilà. Avec des allocations chômage, qui me donnent le tuyau. Donc, l'idée, c'est bien de faire en sorte que que les chômeurs reviennent sur le marché du travail rapidement et que du coup, ils acceptent le premier emploi mal payé. J'ajouterais que la réforme des retraites une des raisons, c'est aussi ça. Parce qu'en décalant l'âge de départ à la retraite, vous maintenez sur le marché du travail plus de personnes qui normalement auraient dû être à la retraite. Donc, embouteillage, les chômeurs qui ont moins de droits, qui doivent vite reprendre n'importe quel boulot, les seniors qui devraient être à la retraite mais qui ne le sont pas, qui restent sur le marché du travail. Donc, l'offre de travail augmente, et si la demande n'augmente pas dans les mêmes proportions, ça a tendance à faire baisser le coût du travail. Donc, il ne faut pas penser qu'ils font n'importe quoi. Hein. Tout est très cohérent. Alors, avec leur logiciel absurde, mais dans ce cadre-là, c'est très cohérent.
Donc, baisser le coût du travail, politique de compétitivité, etc., pour accroître les profits des entreprises, donc l'épargne. Et on se dit, si les entreprises font plus de profits, elles vont réinvestir dans l'appareil productif, développer, etc., etc. Troisième type d'épargne, l'épargne de l'État. Alors l'épargne de l'État, c'est son solde budgétaire. Le solde budgétaire de l'État, c'est la différence entre ses recettes, issues de la fiscalité, des impôts divers et variés, des taxes, et les dépenses publiques qu'il réalise. Alors, on sait bien que la différence, le solde est négatif. L'État enregistre un déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il a une épargne négative. Donc du coup, il a une épargne négative, ça vient réduire le stock global d'épargne dans le pays. Donc, les libéraux nous disent il faut réduire cette épargne négative. Réduire cette épargne négative, ça veut donc dire réduire le déficit budgétaire, voire l'annuler, et pourquoi pas essayer de passer à un excédent budgétaire. Comment on fait ça ? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez jouer sur les recettes, vous pouvez jouer sur les dépenses, vous pouvez jouer sur les deux. En jouant sur les recettes, vous pouvez dire « j'augmente les impôts ». Alors bon, vous choisissez quel type d'impôt, mais vous augmentez les impôts, ça devrait réduire le déficit budgétaire. Vous pouvez obtenir le même résultat en disant « non, je ne veux pas augmenter les impôts, je préfère baisser les dépenses publiques ». Vous pouvez faire les deux en même temps. Mais vous pouvez aussi agir sur les deux, les recettes fiscales et les dépenses publiques, dans le même sens. C'est-à-dire vous pouvez augmenter les deux ou baisser les deux. Vous pouvez réduire le déficit budgétaire en augmentant les impôts et en augmentant les dépenses publiques. À une condition, c'est que la hausse des impôts soit supérieure à la hausse des dépenses publiques. Et ça vous permettra de réduire votre déficit. Et ce que fait la Macronie, c'est la dernière façon. Elle joue à la baisse sur les deux. C'est-à-dire vous savez bien que le mantra de la Macronie, c'est « nous sommes ceux qui baissons les impôts ». Et on baisse les impôts, puis ils prennent ça comme vraiment une médaille, vraiment un truc génial. Regardez, on baisse les impôts, on baisse les impôts. Il n'y a plus de lit à l'hôpital, il n'y a plus de place à la fac, l'école, il n'y a plus de profs, mais on baisse les impôts. On est bon, on est fort, regardez bien. Et du coup, leur politique, c'est ça. On baisse les impôts, mais évidemment, en baissant les impôts, il y a moins de recettes, donc ça fait du déficit. Et comme leur objectif principal, c'est de réduire le déficit public et la dette publique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent sur les dépenses publiques. Ils baissent aussi les dépenses publiques. Et donc, comment réduire le déficit public lorsque vous baissez à la fois les impôts et les dépenses publiques ? Eh bien, cette fois-ci, il faut que les dépenses publiques baissent encore plus rapidement que les impôts. Et donc, on est dans cette logique-là. Et alors là, vous êtes dans une logique d'accélération de la paupérisation de l'État. Et donc de sa capacité à assurer ses missions et notamment ses missions de service public. Et dernière possibilité, c'est d'attirer l'épargne étrangère pour qu'elle vienne s'investir en France. Vous savez, il y a le fameux programme Choose France. Vous n'avez pas vu ça ? Ils étaient très fiers de ça. Alors, ils l'ont décliné pour l'université aussi. Choose France, ça consistait à faire payer 15 000 € l'année à la fac aux étudiants étrangers hors communauté européenne. Alors, je suis sûr que tous ils vont dire « Oh, je choose France ». Ça, c'est clair. Vu le service qu'on leur rend derrière, pour 15 000 balles, il y a moyen de trouver mieux ailleurs. Donc, l'idée, c'est de donner des conditions favorables aux investissements, à l'épargne étrangère pour qu'elle vienne s'investir en France. Et donc, on fait des cadeaux fiscaux à n'en plus finir pour qu'il y ait des sièges sociaux qui viennent s'installer en France, pour que telle boîte, elle vienne s'installer, etc. Et donc, c'est ça qui est quand même assez paradoxal, c'est que dans leur modèle capitaliste basé sur l'entrepreneur qui prend des risques, l'entrepreneur, il prend plus trop de risques aujourd'hui. En tout cas, les grands, ils prennent plus trop de risques puisqu'ils disent « Bon, je veux bien m'installer dans ton pays, mais tu me fais un chèque. Parce que si ça marche pas, au moins j'aurai ça. » Bon, donc en gros, c'est pile je gagne, face je perds pas. Et c'est la collectivité qui prendra en charge les pertes.
Donc c'est un dévoiement déjà du fonctionnement de ce système-là. Donc là, avec cette logique-là, vous voyez, on décline toutes les politiques économiques menées par Emmanuel Macron, avec l'idée derrière de cette fourmi néolibérale qu'il faut favoriser l'épargne, d'où qu'elle vienne, pour financer l'investissement. Il y a juste un petit problème, c'est qu'on s'aperçoit depuis des années que on a beau mener ce type de politique-là, la chose que l'on constate, c'est pas que ça génère de l'activité dans la sphère réelle de l'économie, de l'investissement productif, plus de production de biens marchands, non marchands, mais ce que l'on constate, surtout, c'est que cette épargne, elle va se placer beaucoup plus sur les marchés financiers, créant des bulles spéculatives à répétition qui, tôt ou tard, explosent toujours. Alors, plus elles grossissent, plus elles sont susceptibles de créer des dégâts. Mais voilà, et ça ne génère pas de l'activité productive, donc ça génère plutôt de l'instabilité économique. Face à ça, vous avez la logique keynésienne, mais qui est aussi celle retenue dans le programme L'Avenir en commun, qui est de plus compter sur l'endettement. Alors pas uniquement sur l'endettement, parce que si vous vous rappelez du programme L'Avenir en commun, il y avait quand même 2 grands piliers pour financer, à savoir recourir à l'endettement certes, mais recourir aussi, procéder à ce qu'on avait appelé l'an dernier une révolution fiscale. Révolution fiscale, c'est-à-dire une réforme fiscale réintroduisant beaucoup plus de progressivité dans l'impôt et faisant en sorte, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient regardé, c'était infligé de regarder l'émission sur le chiffrage, très belle émission d'ailleurs, avec plein de très bons économistes dedans. Et là-dedans, justement, on présentait ça et on montrait que cette réforme fiscale, elle avait pour conséquence de faire en sorte que 80% de la population voyait son niveau d'imposition baisser et que c'était les 20% les plus riches qui, eux, voyaient leur imposition augmenter. Donc il y avait ça, permettait de dégager des sommes, et évidemment l'endettement. Bon. Alors, pour les libéraux et les néolibéraux, la dette, c'est le mal absolu. D'ailleurs, vous voyez bien que l'objectif du gouvernement, c'est réduire le déficit. Alors aujourd'hui, il est à peu près 5% du PIB, et réduire la dette, la dette qui vient de passer, là, dans l'été, 3 000 milliards d'euros. Alors là, ça y est, à chaque fois qu'on passe un chiffre rond, là, c'est comme les millénaristes. C'est la fin du monde. Tout va s'arrêter, l'économie va plus tourner, etc., etc. Bon. Pour l'instant, entre 2 500 milliards d'euros de dette et 3 000 milliards, vous avez senti la différence ? Non. Et sachant que si on la ramène en pourcentage du PIB, on est donc à peu près à 112% aujourd'hui. Alors, c'est effectivement bien plus que ça n'a été, puisque en 1980, c'était 20% le rapport dette sur PIB. Mais depuis, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a obligé les États à se financer sur les marchés financiers, donc par cette opération de libéralisation financière à partir des années 80 en France, milieu des années 80 en France, avec la réforme de Pierre Bérégovoy à l'époque. Oui, ce sont les socialistes qui ont introduit la libéralisation financière en France. Merci à eux. Et donc, l'idée était toujours ça, c'est-à-dire que le marché va permettre d'allouer de manière la plus efficace possible les liquidités et à un coût le plus faible. Bon, 20%, 112%. On voit effectivement que ça a fonctionné comme sur des roulettes et que c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les néolibéraux nous disent écoutez, la dette, c'est horrible, il faut revenir. Alors, vous savez qu'on a des critères de convergence issus du traité de Maastricht qui reviennent, qu'on nous remet en place après les avoir suspendus au moment de la crise financière, de la crise sanitaire, pardon. Alors, ces critères, vous les connaissez très certainement, c'est avoir un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB.
il est à 5 aujourd'hui, et avoir une dette publique inférieure à 60% du PIB, donc c'est à peu près le double, elle est à 112% aujourd'hui. Donc le gouvernement français actuel, qui veut passer pour un très bon élève européen, tous les ans, le gouvernement envoie un programme de stabilité à la Commission européenne, où il détaille ce qu'il va faire, ses objectifs et ce qu'il va faire dans les années à venir. Et là, cette année, il a envoyé son programme de stabilité à la Commission européenne avec ce qu'il allait faire à l'horizon 2027. Entre parenthèses, il est écrit noir sur blanc que la réforme des retraites a pour objectif de faire des économies pour réduire le niveau du déficit et de la dette. Donc si vous aviez encore une petite illusion, je sais que personne n'en avait, mais sur le fait que ça allait améliorer... Les macronistes ont très vite arrêté, l'argument c'est pour améliorer les retraites. Bon. Mais voilà, c'est juste à visée comptable. Ça revient à la logique de baisse des dépenses publiques. Il faut absolument trouver des moyens de baisser la dépense publique. Donc là, les retraites, c'était un bon moyen. Bon, sauf qu'au final, on commence à avoir des études qui sortent et qui commencent à montrer que la réforme des retraites, en plus d'avoir été repoussée par tout le monde, d'être assez inique, ne va pas produire, risque de ne pas produire les économies escomptées, mais risque au contraire peut-être de coûter plus cher. Donc on va avoir un truc dont personne ne voulait, qui va nous faire bosser plus longtemps, pour au final que ça coûte plus cher que si on n'avait rien fait. Les macronistes sont des génies, dans leur style. Dans leur style. Donc toute leur logique, c'est ça. Il faut baisser la dette. Baisser la dette. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est comme l'idée, il faut de la croissance. Pourquoi ? Pourquoi il faut baisser la dette ? Je ne sais pas, quel est l'argument scientifique qui nous dit « Ah, il ne faut surtout pas de dette ». La dette publique française ne pose aujourd'hui aucun problème. Je dis bien aucun. Aucun. Alors, il faut bien évidemment avoir à l'esprit que quand on parle de la dette publique, parce que ça c'est aussi le truc des libéraux de tout poil, ils nous parlent de la dette comme si c'était notre dette à nous, là, personnelle. Mais la dette d'un État n'a rien à voir avec la dette d'un ménage ou avec la dette d'une entreprise. Ce sont deux choses totalement différentes. Pourtant ils le disent, un État comme doit être géré en bon père de famille. Alors là, quand j'entends ça, je sais pas, j'ai envie de violence. Mais je ne suis pas violent pourtant. Mais parce que c'est une absurdité totale, c'est complètement débile. Voilà, disons-le clairement, c'est totalement débile. Parce que il y a une différence majeure, enfin il y a deux différences qui font que la dette publique est totalement différente et n'a pas à être gérée comme la dette d'un ménage ou la dette d'une entreprise. Ces deux différences, c'est que l'État a une durée de vie infinie, contrairement à nous malheureusement, ou même à une entreprise qui peut faire faillite. Je signale qu'un État ne peut pas faire faillite. Un État ne fera jamais faillite. Donc les abrutis qui vous disent qu'on est à la tête d'un État au bord de la faillite, Fillon à l'époque, ou d'autres aujourd'hui qui tiennent à peu près ce discours-là. Non, parce qu'une entreprise qui fait faillite, qu'est-ce qui se passe ? Les créanciers se partagent ses actifs. Un État qui ne pourrait plus rembourser sa dette, ça veut dire quoi ? Je suis créancier de l'État, je vais dire, ah bah tiens, je sais pas, je vais prendre cette école, ça va être à moi, je vais me payer avec ça. Non, l'État ne va pas disparaître. Un État peut être en cessation de paiement, ça oui. Mais un État ne sera jamais en faillite, ça n'existe pas. Bon. Alors, malgré tout, alors, première différence, c'est que l'État a une durée de vie infinie. Donc, lui, il peut toujours s'endetter. La seule chose qui compte pour l'État, c'est de s'assurer de rassurer ses créanciers sur sa capacité à rembourser, à payer les intérêts sur la dette. C'est ça, sa contrainte. Tant que l'État est capable de payer les intérêts sur la dette, il n'y a pas de problème. Il trouvera toujours des créanciers qui vont lui prêter de l'argent. Quand bien même sa dette est égale à 1000 milliards, à 2000 milliards ou à 3000 milliards. C'est pas ça le problème.
Et puis une autre deuxième grande différence, alors on peut le regretter, c'est que l'État, contrairement à nous, il peut fixer le niveau de ses recettes. Moi, si je vais voir le président de mon université en lui disant « Tiens, je voudrais bien que mon salaire soit multiplié par 2 », bon, il va me dire « Écoute, tu vas retourner en cours, voilà, hein, va faire ça, et puis tu gardes ce que tu as. » Alors, voilà, pour un des ménages, c'est pas. Alors, sauf si vous êtes Kylian Mbappé ou je sais pas qui, mais à de très rares exceptions près, vous ne pouvez pas décider du montant de vos revenus. En tout cas, pas complètement. Puis vous ne pouvez pas décider de les augmenter comme ça. L'État, lui, il peut. Un État insoumis qui dirait la bifurcation écologique, va falloir la faire maintenant et réellement. Et on sait que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, si ça nécessite beaucoup d'argent, eh bien, il va falloir recourir à l'emprunt. Et puis, je peux aussi jouer sur la fiscalité pour augmenter mes recettes. Hein, et peux augmenter mes recettes. Ça pourra me servir d'ailleurs pour rembourser une partie de la dette. Bon. Donc, ces deux choses-là font déjà qu'on ne peut pas comparer la dette publique et la dette privée. L'État, on dit qu'il fait rouler sa dette. Comment ça se passe ? L'État, aujourd'hui, quand il s'endette, il émet des titres sur des marchés financiers. Ces titres s'appellent des obligations assimilables du Trésor, des OAT. Il y a plusieurs échéances. Ça peut être des OAT à 1 mois, à 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'État s'est même endetté à 50 ans récemment. Donc pour chaque échéance, vous avez un taux d'intérêt. Plus l'échéance est lointaine, plus le taux d'intérêt est élevé. C'est un peu la prime de risque, le taux d'intérêt, pour celui qui prête. Bon. Et que fait l'État ? Vous achetez par exemple, alors vous, pas vous parce que ce n'est pas les ménages qui achètent directement, ce sont des banques, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement qui achètent les titres de dette publique, qui après peuvent être revendus à des ménages effectivement, mais initialement ce sont ces types d'institutions qui prêtent à l'État. Comment ça se passe ? Je suis l'État français, j'émets un titre de 100 € à 10 ans à un taux d'intérêt de 2%. Ça veut dire que tous les ans, je vous verse 2 € d'intérêt. Et au bout de 10 ans, je vous redonne les 100 que je vous ai empruntés. Hein, donc ça ne fonctionne pas comme quand nous, on fait un emprunt à la banque. Quand on fait un emprunt à la banque, on rembourse une partie de ce qu'on appelle le principal, la somme empruntée, tous les mois, et avec des intérêts. Là, dans le cas de ces obligations, l'État, si c'est un titre à 10 ans, pendant 10 ans, il va payer les intérêts. Et à la fin, il rembourse en totalité la somme qu'il a empruntée. Donc ce qui veut dire que s'il n'a pas cette somme-là, eh ben, il va réémettre de nouveaux titres à un nouveau taux d'intérêt, qui peut même peut-être être un taux d'intérêt inférieur au précédent. Et c'est ça qu'on appelle faire rouler la dette. Donc ce n'est pas tant le stock total de la dette qui importe, que la capacité de l'État à payer les intérêts sur sa dette. Et tant que ça c'est assuré, les créanciers, eux, c'est ce qui les intéresse. C'est ça leur rémunération. Hein ? Leur rémunération, c'est le taux d'intérêt. Bon. Voilà pour le fonctionnement de la dette publique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'État français, quand bien même, vous savez que la note française a été dégradée, mais alors justement, c'est ça qui était cocasse, c'est que le gouvernement mène sa politique, sa réforme des retraites pour réduire la dette, tout ça, pour donner un signal bon aux agences de notation. Et puis en fait, les agences de notation, elles dégradent la note en disant là, c'est un tel bordel avec toutes les manifs, l'opposition, etc., qu'on n'a pas trop confiance dans l'économie française. Voilà, donc on dégrade la note. Donc en fait, c'était l'arroseur arrosé. Bon. Il ne faut pas non plus donner plus d'importance que ça en a aux agences de notation parce que ça n'a pas changé grand-chose, ça n'a rien changé quant aux conditions d'endettement de la France. La dette française est une des plus demandées. Est une des plus demandées. Alors, l'État là, nous essaie de nous faire peur en nous disant oh là là, la charge de la dette, donc c'est ça, le paiement des intérêts, remonte. Là, entre 2022 et 2023, ça va augmenter de 13 milliards. Donc, on va passer à 50 à peu près, je crois. Et en 2027, il est prévu que ça soit 70 milliards d'euros. Waouh, énorme.
Bon. Alors, il faut voir que les 13 milliards sont dus à quoi? Quasi exclusivement, sont dus aux émissions de titres de dette publique indexés sur l'inflation. Parce qu'ils ont trouvé cette idée merveilleuse aussi. Alors là aussi, désolé, c'est encore les socialistes qui vont prendre, mais les obligations, les titres de dette publique indexés sur l'inflation, c'est une invention de Dominique Strauss-Kahn à la fin des années 90, ministre de l'économie et des finances. Alors, je critique, mais ça pouvait avoir du sens à cette époque-là. C'était un peu une garantie, ça permettait de rémunérer moins, d'avoir un taux d'intérêt plus faible, en garantissant le créancier en cas de reprise de l'inflation. Et puis fin des années 90, début des années 2000, l'inflation elle était très basse, donc il y avait peu de risques là-dessus. Ça permettait à l'État de s'endetter à un moindre coût. Mais aujourd'hui, s'endetter en indexant les titres sur l'inflation, c'est un peu suicidaire. Parce que quand l'inflation augmente, ça veut dire que l'État s'engage à augmenter les intérêts dans la même proportion qu'il va verser aux détenteurs de capital qui lui ont prêté. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'État protège le capital contre les effets de l'inflation, ce qu'il refuse de faire pour les salaires. Donc là aussi, vous voyez bien qu'il y a une logique là-dedans. L'État néolibéral au service du capital, au service des intérêts économiques les plus puissants. On retrouve toujours cette logique-là. Donc ces 13 milliards, ils sont dus à ça. Alors les 70 milliards à l'horizon 2027, on nous présente ça comme quelque chose d'horrible, sauf que si on rapporte ça au PIB, aujourd'hui la charge d'intérêt de la dette française rapportée au PIB, c'est à peu près 2%. Les 70 milliards en 2027, si on rapporte au PIB qu'on estime en 2027, ça représentera à peu près 2,2%. Donc vous voyez la catastrophe qui va se passer. Là aussi, quand on vous balance des chiffres, il faut toujours faire attention. Est-ce qu'on raisonne en termes absolus ou en termes relatifs? Parce que ça ne donne pas toujours la même indication et la même image. 70, quand on vous dit « oh là là, ça va passer de 40 ou 50 à 70 milliards », là, vous vous inquiétez. Quand on vous dit « ça va passer de 2 à 2,2%, », ça va mieux. On se sent un petit peu plus soulagé. Donc, il faut faire attention à ça. Le gouvernement joue sur les chiffres absolus aujourd'hui parce que c'est dans son intérêt de faire ça. Mais j'insiste et je réinsiste, la situation de la dette n'est pas du tout un problème en France. Elle est d'autant moins problème que, je vous ai dit, c'est une des dettes les plus demandées. Donc, parce que considérée comme une des plus sûres. Et s'il y a des problèmes de coût de charge de la dette, c'est précisément à cause du gouvernement lui-même qui émet plus d'obligations indexées sur l'inflation. Bon, après, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que on crée le problème. Ah, regardez, la dette augmente. Bon, et il faut quand même lutter contre la dette. Oui, mais c'est vous qui venez de la faire augmenter. Oui, mais elle a augmenté. Donc il va falloir faire des efforts. Les Français doivent être responsables. On va faire des efforts collectifs. Alors surtout certains, moins d'autres, mais on va faire des efforts, etc., etc. Donc c'est toujours la même logique. Et je rappelle en plus que la logique qui a été choisie, elle favorise 2 fois les plus riches. Parce qu'en baissant l'impôt sur les plus riches, on favorise les plus riches. Mais du coup, on crée un déficit plus important qu'on doit financer par la dette. Dette achetée par qui? Par les plus riches, à qui en partie on protège contre les effets de l'inflation. Donc, les riches gagnent au grattage, au tirage, c'est merveilleux, mais le reste de la population supporte le poids de tout ça. Bon, j'ai quand même beaucoup parlé, je vois qu'il reste un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que dans tout ce que j'ai raconté, où il y avait des choses pas claires, où vous avez des questions, etc., on peut peut-être faire circuler un micro. Oui, s'il y a quelqu'un. Ouais. Parce que bien évidemment, je n'ai pas été exhaustif. Mais... Merci. L'intitulé de notre conf, là. Ouais, merci.
Attendez, j'ai pas encore répondu aux questions, ça va peut-être être lamentable. Ouais. L'intitulé de notre conf, là, c'est contrer l'économie dominante. Et je pense que ce qu'on veut contrer aussi aujourd'hui, c'est contrer la crise du capitalisme qu'on est en train de subir aujourd'hui en France et qui se déroule dans le monde entier. Et pour contrer cette crise, je pense qu'on ne veut pas juste la contrer. On ne veut pas que contrer la crise du capitalisme, on veut sortir du capitalisme en fait. Parce que la contrer, ça ne suffira pas. C'est un système qui s'entretient, qui revient et qui fait des crises de manière cyclique. Et donc économiquement, je voulais prendre un exemple, par exemple, avec l'énergie. Parce que pour sortir du capitalisme, il nous faut un programme anticapitaliste. Et sur l'énergie, aujourd'hui, on a nos députés insoumis qui ont lutté avec la NUPES pour revenir aux tarifs régulés de l'électricité. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Ils ont lutté pour que dans le projet de loi, il y ait le retour des tarifs régulés pour les bailleurs sociaux, pour les petites entreprises, etc. Et dans ce projet de loi, en fait, ce qui est proposé, c'est la renationalisation de EDF par le rachat des actions de EDF. Et d'ailleurs, le PS, à un moment dans le projet de loi, ils ont proposé qu'on les rachète un peu plus cher parce qu'ils avaient peur que les pauvres actionnaires auxquels on allait racheter EDF, ils soient défavorisés. Mais nous, en fait, est-ce qu'on est pour dédommager ces actionnaires d'EDF de quelque chose dont on voudrait que ce soit un monopole de service public ? Non, en fait. Et vous répondez aussi à ma place en plus. Moi, je propose ma réponse. Et sur la dette, par exemple, aussi, pour aller vite, sur la dette, bon. Oui, si vous pouvez faire, parce que comme il y a plein de mains qui se levaient, que tout le monde puisse avoir le temps d'intervenir. Est-ce qu'on veut garantir aux créanciers de la dette, est-ce qu'on veut leur garantir des intérêts, de leur payer des intérêts ? Non, en fait. On pourrait dire non, on ne paye pas ces intérêts. On ne paye pas ces intérêts et on ne payera pas cette dette. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, cette dette, on doit la payer notamment parce que c'est envers des banques privées, c'est envers des acteurs privés. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les banques sont privées. Mais si on décide que les banques n'ont pas à être privées, que ce soit un monopole de services publics bancaires, et là, non seulement on pourra faire un audit de la dette, comme on le propose dans le programme de la France Insoumise, parce que comment on va faire un audit de la dette si les banques principales les plus puissantes elles restent privées ? Nous ne laissons pas faire un audit de la dette. Voilà, bon, je réponds vite fait. Sur le marché de l'énergie, il est évidemment tout à fait possible d'en sortir. Voir le Portugal et l'Espagne qui ont obtenu de sortir de ce marché absurde de l'énergie où le prix de l'électricité est gagé sur l'évolution du prix du gaz. Enfin bon, on peut tout à fait avoir. D'ailleurs, c'est quand même... c'était quelque chose qui marchait très très bien en France, EDF. Avant qu'on commence à démanteler et à la gérer comme une vulgaire entreprise privée, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. On avait un tarif réglementé, effectivement. Donc là, on n'était pas dans la loi du marché, mais une décision politique. On a un monopole public. On le met au service de la fourniture d'électricité de l'ensemble de la population à un coût modéré parce qu'on estime que tout le monde doit pouvoir accéder à l'électricité et sans que ça empiète sur le reste de ses achats, etc., etc. Donc on pourrait tout à fait, comme l'ont obtenu l'Espagne et le Portugal, sortir de là. Pour ce qui est de la dette, il y a un truc effectivement que je n'ai pas dit, mais du coup votre intervention me permet de rebondir dessus, c'est qu'aujourd'hui on se finance sur les marchés financiers parce qu'il y a cette logique de libéralisation financière, mais je rappelle que dans le programme, il y avait tout un chapitre sur la définanciarisation, donc sortir de des marchés financiers et la création d'un pôle public bancaire. Parce que là aussi c'est important. Quelle est la différence entre une banque privée et une banque publique ? Une banque privée, c'est une entreprise comme une autre. Et dans le système capitaliste, son objectif, c'est de faire du profit, le plus de profit à court terme. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prêter à ceux qui sont solvables, à ceux dont elle pense qu'il n'y a pas de risque, et elle ne va pas prendre de risque. Une banque publique, l'État peut lui assigner une mission en lui disant « ta mission à toi, ça va être de financer, je ne sais pas, les TPE, PME qui s'engagent dans la bifurcation écologique ».
Ça ne veut pas dire qu'il faut que ces banques travaillent à perte, forcément, mais leur objectif premier ne sera pas la recherche du profit, mais sera d'accomplir une mission, ou d'aider à accomplir une mission, de financer la réalisation d'un des objectifs, des besoins dont on parlait tout à l'heure. Alors vous pourrez me dire, oh là, c'est utopique tout ça. Je vous rappelle quand même, peut-être que certains le savent déjà, mais que au milieu des années 80, 90% des banques en France étaient des banques publiques. 90%. D'accord ? Bon, Chirac est peut-être arrivé en 86, le Premier ministre, il a réglé ça, mais 90%. Et ça a un grand intérêt, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer, dans le cas d'un gouvernement NUPES ou France Insoumise, qu'on crée ce pôle public bancaire. Alors, pôle public bancaire, ça veut dire quoi ? Soit ça veut dire on nationalise des banques, mais ça peut vouloir dire aussi on collectivise des banques. Ça ne veut pas dire forcément que c'est l'État qui gère ça, mais qu'on gère ces banques-là de manière mutualiste, mais des vraies banques mutualistes, hein, pas les fausses que l'on a aujourd'hui, qui n'ont plus que de mutualistes que le nom, mais de vraies banques mutualistes ou coopératives, avec une mission, voilà. Et banques à qui on pourrait assigner aussi comme obligation de détenir un certain montant de titres de dette publique, ce qui permettrait à l'État français de se financer, d'avoir un montant minimum de financement garanti à un coût faible. Donc tout ça sont des choses qui sont possibles, même à l'intérieur du cadre contraignant des traités européens actuels qui sont évidemment d'inspiration très largement néolibérale. Mais même à l'intérieur de ça, il y a quand même quelques marges de manœuvre possibles. Oui, allez-y. Alors moi j'avais une question par rapport aux alternatives au capitalisme qui existent déjà du type sécurité sociale alimentaire ou les SCOP, l'économie sociale et solidaire. Je voulais savoir si ça avait un vrai impact ou si c'était vraiment minime dans le système économique global et que ça nécessitait vraiment qu'on prenne le pouvoir très rapidement pour rétablir une économie plus juste. Alors aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, même si c'est en développement, c'est quand même encore, je ne dirais pas marginal parce que ce serait péjoratif, mais ça reste encore limité, on va dire. Bien évidemment qu'un fonctionnement plus coopératif, le développement aussi de ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire, c'est pas une communauté de personnes, d'agents économiques gère une même ressource voilà, et on sait bien que là, elle sera vraiment gérée dans l'intérêt de tous. Donc le développement d'un fonctionnement plus coopératif, etc., me paraît évidemment aller de pair avec la reprise en main de l'État sur le marché. Tout ça, va ensemble. C'est-à-dire, je ne crois pas à l'État tout-puissant, seul, qui va œuvrer pour le bien de tous. L'État, après, il peut tomber dans les mains de gens qui n'ont pas du tout cette logique-là. Donc, l'État a un rôle à jouer, mais à des échelles infranationales, le mouvement coopératif, associatif, les communs dont je vous parlais, peuvent aussi fournir des solutions dont l'État peut se servir en disant tiens, ça fonctionne, on va peut-être généraliser ça, etc., etc. Donc, je pense que c'est une combinaison de tout ça. C'est pas le marché ou l'État, c'est aussi toutes ces sources qui sont aussi des sources d'innovation et d'organisation institutionnelle nouvelles. Et alors, il faut voir aussi que ce n'est pas non plus des solutions miracles, parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a aussi parfois la reproduction de schémas de fonctionnement de l'économie capitaliste traditionnelle. Donc voilà, ça dépend aussi des personnes qui composent tout ça. Mais bien évidemment, c'est à promouvoir. Oui. Merci et surtout pour l'ensemble de la conférence. J'avais une question au niveau de la Grèce. Donc la Grèce a subi des mesures néolibérales du FMI avec comme objectif de réduire leur dette. Ça n'a pas du tout fonctionné puisque ça a fait chuter leur PIB. Suite à ça, la dette n'a pas baissé.
en l'occurrence, en pourcentage du PIB, elle a même flambé, c'est pas la question. Mais le FMI s'est dit, ah mince, l'austérité a des effets beaucoup plus délétères sur les États qu'on le pensait. Il faut qu'on revoie notre copie. Mais j'ai pas l'impression ni que le néolibéralisme a revu sa copie sur justement tout ce qui est austérité. Et j'aurais voulu savoir si de notre côté, on avait revu un petit peu notre copie vis-à-vis de la réaction qu'il y a eu contre la Grèce quand elle s'est retrouvée donc, dans une situation compliquée financièrement et qu'il y a eu une pression monstrueuse de l'Europe et des marchés financiers sur son pays d'un point de vue politique. Alors, c'est vrai que c'était même avant la crise grecque, l'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, qui était un Français à l'époque, qui s'appelle Olivier Blanchard, avait reconnu en 2013 que justement le FMI avait sous-estimé le fameux effet multiplicateur dont je vous parlais tout à l'heure des politiques publiques. Et que donc, du coup, en sous-estimant l'effet des multiplicateurs, ils avaient surestimé le bienfait de leur politique d'austérité, qui en fait produisent les effets inverses de ceux qui sont escomptés. Ça, c'est le discours. Et vous avez raison que ça n'a pas empêché le FMI en 2015, quand il y a eu la crise grecque et l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras, de leur imposer, conjointement avec la BCE et la Commission européenne, sous l'appellation de Troïka à l'époque, de leur imposer des programmes qu'on peut qualifier de programmes d'ajustement structurel. Hein. On a fait à la Grèce exactement ce qu'on a fait aux pays en développement dans les années 80 et 90. Hein. C'est une humiliation sans nom. Bon. Donc les discours évoluent un peu, les pratiques beaucoup plus doucement. Alors, quelles leçons tirer de tout ça ? Que c'est mieux de faire les choses si on a un peu de soutien que si on est tout seul. Après, est-ce que la France faisant la même chose subirait exactement le même sort que la Grèce ? Ça, c'est un point qui se discute. Parce que le poids économique de la France dans l'Union européenne n'est pas le même, et dans la zone euro, n'est pas le même que celui de la Grèce. La Grèce a représenté à peu près 1% du PIB de la zone euro. La France, beaucoup plus. De l'ordre de 20%, je pense, quelque chose comme ça. C'est la deuxième économie de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'au niveau de la Commission européenne, de la BCE, voire même du FMI, on prendrait le risque d'appliquer le même traitement à la France qu'à la Grèce? Je n'ai pas la réponse, je peux faire que de la prospective. Mon sentiment est que non, parce qu'il y aurait aussi à perdre de leur côté. Parce que si la France se lançait, une France avec un gouvernement NUPES par exemple, se lançait dans une politique frontalement opposée au néolibéralisme, comme ce que voulait faire Tsipras, si vraiment en face ça attaque fort, le risque là, c'est de faire exploser la zone euro et l'Union européenne. Donc là aussi. Je rappelle aussi que un des vice-présidents de la Banque Centrale Européenne, juste après que Tsipras ait rendu les armes en juillet 2015, après avoir gagné un référendum disant on ne veut pas des politiques de la Troïka, mais après, il a pris peur en pensant que la Grèce allait être mise en dehors de la zone euro, il a finalement accepté, et juste après qu'il ait accepté, un des vice-présidents de la Banque Centrale Européenne, qui est dans une interview, dit « Les menaces que l'on a proférées étaient en gros des menaces en l'air, parce que on n'avait pas les moyens de mettre la Grèce hors de la zone euro. Tout simplement parce que ce n'est pas prévu. » Quand ça a été créé, on a établi des mécanismes pour que les pays rejoignent la zone euro, mais bizarrement, rien n'a été pensé pour un pays qui voudrait sortir de la zone euro ou qu'on voudrait exclure de la zone euro. Donc ces menaces étaient des menaces en l'air. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas minimiser l'adversité à laquelle on devrait faire face, bien évidemment, puisqu'on aura les marchés financiers qui vont tomber dessus. En 2017, il y avait un risque Mélenchon qui avait été évalué par les marchés financiers, etc. Donc il ne faut pas évidemment sous-estimer ça. Mais, comme je disais, il y a quand même des marges de manœuvre possibles
pour arriver à faire autre chose. Alors évidemment, l'idéal serait d'arriver à sortir de ces traités néolibéraux et d'arriver à faire en sorte de les amender, en tout cas de les modifier dans un sens plus favorable à ce que l'on souhaite. Bon, ça peut passer par la stratégie de la désobéissance. Ok, on juge que ça ne va pas, on désobéit. Il y a plein de pays européens qui désobéissent à plein de trucs. L'Allemagne en premier lieu. On n'en parle jamais, mais l'Allemagne a alors maintenant c'est un peu moins le cas là, depuis la crise sanitaire, mais pendant très longtemps avait des excédents commerciaux qui étaient de l'ordre de 6% du PIB, c'est-à-dire au-delà du critère qui était de l'ordre de 4 ou 4,5. Il y avait un critère qui était les excédents commerciaux ne doivent pas dépasser 4 ou 4,5%, je crois que c'était de cet ordre-là, et l'Allemagne était durablement très au-dessus. Est-ce qu'à un moment on a dit à l'Allemagne il faudrait un peu rééquilibrer les trucs, parce qu'évidemment, si l'Allemagne a de très gros excédents, ça veut dire que d'autres ont de très gros déficits. Et c'était ce qu'on reprochait à la Grèce, par exemple. Les Allemands, les premiers, en disant « Regardez, la Grèce, c'est déficit ». Oui, mais ils ont des déficits parce qu'ils achètent vos avions, parce qu'ils achètent vos produits, et parce que vous avez un excédent. Bon, voilà. Je ne sais plus qui a le mieux. Il est 19h, on en prend une dernière pour pouvoir continuer à l'apéro, si vous voulez. Bonjour, merci pour cette conférence. Alors ma question est la suivante. Est-on capable d'évaluer la valeur du travail domestique ? Et dans une perspective de meilleure répartition des richesses, comment le programme de la France Insoumise intègre-t-il la valeur du travail domestique ? Alors, la valeur du... Alors, le problème, c'est... Je reformulerai un peu votre question. Enfin, je la formulerai d'une façon un peu différente, mais qui revient au même. C'est, est-ce qu'il faut évaluer monétairement le travail domestique? Parce que tout à l'heure, quand je parlais du PIB, il y a des choses qui sont... Le PIB, on donne une valeur monétaire à tout ce qu'il y a dans le PIB, que ce soit des services, ou de la production marchande, ou de la production non marchande. Par exemple, moi, quand je fais cours à l'université, on donne une valeur monétaire au cours que je fais, et c'est intégré dans le PIB. Mais dans le cas du travail domestique ou du travail bénévole ou de ces choses-là qui sont éminemment importantes, bien évidemment, je ne suis pas sûr que l'intérêt soit de leur donner une valeur monétaire. Parce qu'à partir du moment où vous leur donnez une valeur monétaire, vous rentrez dans un truc qui peut être de l'échange ou qui peut être de dire « Ah bah tiens, moi aujourd'hui, ou dans un couple, moi aujourd'hui j'ai fait la vaisselle pour 25 €. Toi tu as passé l'aspirateur pour 12. Donc ça va pas. » Enfin, je caricature, mais... Je suis toujours un peu réticent avec l'idée de tout évaluer monétairement, parce que dès que vous évaluez tout monétairement, ça donne lieu généralement à la création d'un marché, avec des offres et des demandes. Et dans le cas du bénévolat ou du travail domestique, ça pourrait donner un tout autre sens ou dénaturer le sens de ces activités-là. Voilà, c'est pour ça que je serais un peu mesuré là-dessus. Voilà. Bon. Oui. Le contrôle de la création monétaire, en l'état actuel, on ne peut pas le contrôler puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui a le monopole. Donc soit on revient sur les traités européens et sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, mais dans le cadre actuel, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, pour l'instant, c'est la Banque Centrale qui a le monopole de la création monétaire. Pour retrouver pour que le politique reprenne le levier monétaire, parce que en matière de politique économique, il y a le levier budgétaire et le levier monétaire. Donc pour que le politique reprenne le contrôle du levier monétaire, là, il faudrait revenir sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, et je crains que ce ne soit pas pour tout de suite. Voilà. Ah, mais les Anglais n'étaient pas dans l'euro. Ah, ils n'ont jamais été dans l'euro, les Anglais. Donc eux, ils avaient leur banque centrale à eux... qui est aussi relativement indépendante malgré tout. Voilà. On n'a pas bougé, nous. Bon, je vous remercie en tout cas, et vous souhaite de bons amphis et une bonne soirée, et au plaisir de vous recroiser.